C'est Baba des Bois et on se retrouve pour ce début d'année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et de bonnes vacances si vous en avez eu. Et on est reparti pour les tutos. On va commencer le tuto numéro 15 où on va parler un petit peu du feedback de quand on se fait blesser. Donc en fait l'animation quand on se fait blesser. Et on va aussi faire un flash blanc, ce qui va nous permettre d'aborder votre premier shader. Ne vous inquiétez pas, ça va être un truc très très simple. Mais avant toute chose, on va se faire quelques petits outils très très simples aussi pour nous aider à débugger tout ce qui est pathfinding. Et je vais vous montrer. Voilà, ça viendra compléter un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois, on n'en a pas pour long. Et vous allez voir que c'est utile, ça vous permet aussi de visualiser le chemin que parcourent les ennemis par exemple. Donc c'est parti, on commence par ça en fait. Donc comme je vous ai dit un petit peu dans l'intro, on va commencer par se faire un petit outil de debug pour visualiser un petit peu ce que le chemin que va parcourir notre ennemi, en fait le chemin qui est en train de parcourir notre ennemi. Ça va être vachement utile parce que vous allez voir qu'il y a un petit problème dans la façon dont on a fait le pathfinding actuellement. Léger mais qu'il va falloir corriger. Donc on va aller dans la scène de l'ennemi, donc on va aller dans Skeleton et ensuite je vais cliquer sur le clap pour aller dans Enemy. Voilà. Et dans cette scène là, je vais ajouter un nœud qui va être un Line 2D. Ok, ce nœud line 2D en fait, c'est un nœud qui permet de dessiner des lignes tout simplement. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu lui ajoutes des points et il va dessiner une ligne entre ces points. Bon là actuellement la ligne, vous voyez, est très très épaisse et de toute manière on va pas lui donner de points pour l'instant parce que notre but c'est de lui donner des points dynamiquement. En fait, c'est de représenter le chemin que l'ennemi est en train de parcourir. Donc ouais, au fur et à mesure que le chemin va changer, on va lui donner des points à cette ligne. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est juste je vais lui donner une width, donc une largeur de 3 par exemple. Je vais la mettre en rouge vif, qu'on la voit bien. On va mettre rouge. Voilà, parfait. Et pour l'instant, ça sera tout. Donc on va lui donner aucun point. Tout va bien, voilà. Donc ça sera ma line 2D. Donc je vais l'appeler pass line. Ok. Je vais la mettre en invisible par défaut. Parce que ça va nous servir au debug. Ok, et dans mon personnage, dans mon squelette, pour le coup, je vais la mettre en visible. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, si par exemple si j'ai plusieurs types d'ennemis, si j'ai des squelettes et des chauves-souris par exemple, je vais voir la ligne que de mes squelettes, pas celle des chauves-souris. Puisque par défaut, dans Enemy, elle est invisible. Par contre, dans squelette, elle est visible. Voilà, petit rappel, ça fait jamais de mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette ligne? Donc là, je suis dans le script Enemy. Et là-dedans, je vais m'ajouter une variable qui va contenir mon node de line, donc le pass line. On va faire onReadyVar pass line. Être égal à pass line. Voilà, très bien. Et donc ce que je veux faire, c'est qu'à chaque fois que j'update le move pass, donc là dans update move pass, à chaque fois que j'update ce chemin-là, je vais lui donner une ligne qui correspond au chemin du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que à la fin de cette fonction-là, on va se rajouter une petite condition. On va lui dire if passLine.isVisible. Donc on va lui demander s'il est visible actuellement ou pas. Et en fait, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui donner les points de mon chemin seulement si ma ligne est visible. Parce que si ma ligne est invisible, dans le cas où j'ai un ennemi où j'ai pas besoin de débugger son pathfinding, j'ai pas envie de donner des données à ma ligne si c'est pas nécessaire. Donc le truc tout simple qu'on pourrait faire, c'est tout simplement dire passLine.setPoints et là on lui donne mes points. Or mes points, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est path actuellement. Donc je pourrais faire ça, mais vous allez voir que ça va poser un problème. Alors on va essayer, je vais lancer le jeu. Bon là il se passe rien, vous voyez, il n'y a pas de chemin qui s'affiche, mais vous voyez le chemin il s'est affiché là, temporairement, à droite, et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que mon chemin il s'affiche pas du tout au bon endroit? C'est un problème de coordonnées globales ou locales. En fait là actuellement, notre chemin il est exprimé, les points de notre chemin sont exprimés en coordonnées globales, c'est-à-dire que c'est des positions qui sont relatives au point d'origine de notre level, donc qui sont relatives au point 0,0. C'est-à-dire que c'est des points qui sont relatifs à ce point-là. Alors que le chemin, il est relatif au squelette, c'est-à-dire que le chemin il va bouger avec le squelette. Donc déjà on a un premier problème, c'est celui-là, c'est que le chemin il bouge avec le squelette. Donc il y a une propriété qui nous permet de faire ça, c'est la propriété top level. Vous pouvez aller chercher dans LED, si on recherche la fonction set as top level. Vous voyez dans Canvas Item, il y a set as top level. Et ici, si vous cliquez dessus, il y a marqué if enable is true, the node won't inherit its transform from parent canvas item. Ça veut dire c'est que de base, un nœud quand il est enfant d'un autre,
à une position qui dépend de celle de son parent. Une position est en fait un transform. Transform, ça veut dire à la fois la position, mais aussi la rotation et la scale, c'est-à-dire la taille. Tout ça sont hérités du parent. Ça veut dire qu'en fait, si le parent il a une rotation à 90 degrés, l'enfant va aussi être rotationné à 90 degrés. Donc en fait, le transform, ce qu'on appelle le transform, c'est un objet qui contient toutes ses propriétés. La position, la rotation, la scale, etc. Et donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'un nœud enfant, il a un transform de base qui est celui du parent. Et en plus, il peut avoir un transform qui lui est propre par-dessus en plus, et les deux vont se cumuler. Nous, ce qu'on veut, c'est que justement, ce chemin, son transform ne dépende pas de son parent, parce qu'on veut, comme on veut lui donner des positions qui sont globales, on veut que son transform ne dépende pas de celui de son parent. Et donc pour pouvoir faire ça, on peut utiliser set à stop level. If enable is true, the node won't inherit its transform from parent canvas item. Donc ça veut dire, c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est que on veut que son transform ne dépende pas de celui de son parent. Donc on va se servir de ça. Donc on va aller dans enemy, dans le script enemy, et dans le ready, on va juste se rajouter passLine.set à stop level, et là on va lui donner true. Et là si on reteste, vous voyez, on a bien notre chemin qui correspond à un chemin logique. Et vous voyez que le chemin, il cherche bien, le squelette cherche bien à nous poursuivre. Et on voit son chemin se mettre à jour au fur et à mesure. Donc ça, c'est parfait. Et ça semble être plutôt cool. Et en fait, pourquoi je vous fais faire ça ? Et ben, c'est parce que je suis tombé sur un petit bug en préparant la vidéo. Et ça va nous permettre de le corriger. Et surtout, ça va me permettre de vous montrer quel est le bug. Mais surtout, ça vous permet de voir un petit peu... Quand on fait face à un bug et qu'on ne sait pas comment le corriger ou on ne sait pas exactement d'où il vient, quels sont les outils qu'on peut créer en tant que développeur, comme là, ici, la ligne, qui nous permet de le visualiser. Quels sont les outils qu'on peut se créer, qui sont très simples à coder. Vous voyez, là, on a besoin de 2 lignes de code pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Donc ici, je vais vous montrer quel est le problème exactement. En fait, vous voyez, quand on est proche du mur, comme ça, il va chercher des points qui sont dans le mur, et ce qui fait qu'il n'arrive jamais à les atteindre, et du coup, il ne peut pas parcourir son chemin. Donc, visiblement, il y a un problème, là, ça veut dire qu'il y a des points qu'on lui donne qui sont dans le mur, ce qui n'est pas normal. Ça ne devrait pas être possible. Ok. Et à contrario, si je vais sur le mur du bas, vous voyez, il ne va jamais chercher des points qui sont au bord du mur. Il y a juste le point qui correspond à la position du joueur, qui est au bord du mur. C'est normal parce qu'on lui dit que son point de destination c'est le joueur. Et par contre, le chemin lui-même ne rase jamais le mur. Et en fait, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est tout simplement parce que en fait, on a un petit décalage entre les points qu'on lui a donnés. En fait, les points du A-star sont un petit peu décalés par rapport aux points de la map totale. Et elles ont un petit décalage vers en haut à gauche en fait. Ce qui fait que du coup, il se retrouve avec des points soit dans le mur ici, soit quand il est en bas à droite, les points les plus bas, ils sont pas au bord du mur, ils sont plus haut, quoi. Ils vont être ici. Après. Donc on a ce problème-là des deux côtés. Hein. Ça veut dire que si je vais sur le mur de gauche, pareil, il va se retrouver avec des points dans le mur. Et le mur du haut, pareil. Et donc, voilà, on va corriger ce petit problème-là, qui est un problème tout simple. Donc pour ça, on va aller dans le Pathfinder. Et dans le Find Path, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les points, pourquoi elles sont décalées un petit peu vers en haut à gauche ? En fait, c'est parce que quand on fait World to Map ou Map to World, ça fait pas exactement la même chose. Quand tu fais un World to Map, quand on fait World to Map ici, en fait on prend la position du squelette par exemple, et on lui demande quelle est la cellule qui correspond. Ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Dans l'autre sens, par contre, quand on fait Map to World ici, ça nous renvoie à la position de la cellule du point qu'on lui donne. Et le problème, c'est que la position de la cellule du point qu'on lui donne n'est pas au centre de la cellule, mais en haut à gauche de la cellule. Ce qui fait qu'en fait, on est décalé de la moitié de la taille d'une cellule en fait. C'est pour ça qu'on a ce problème là, c'est parce que en fait là tous les points qu'on lui a donnés sont des points en haut à gauche du tile et pas des points au milieu du tile. Donc ça veut dire va falloir qu'on se décale de la moitié d'un tile vers en bas à droite. Et donc pour ça ce que je vais faire, c'est que je vais juste me rajouter un petit world pose ici et on va faire tilemap.map to world ici, en fait ce qu'on a ici. On va le mettre là. Ici on va mettre world pose à la place. On va lui donner world pose comme position. Là j'ai mis un petit chapeau. Donc voilà, pour l'instant ça fait la même chose, mais simplement on va se décaler de la moitié d'un tile. Donc pour se décaler de la moitié d'un tile, on va faire plus vector 2 fois 1. Donc là je me décale de 1 pixel vers en bas à droite.
On va multiplier par 8, comme ça je me déplace de 8 pixels vers en bas à droite. Et donc 8 pixels vers en bas à droite, ça correspond à la moitié d'un tile, puisque nos tiles font 16 par 16 pixels. Donc voilà, ça devrait corriger notre problème, et on va s'assurer que ça corrige bien le souci, en se calant contre le mur, et en vérifiant qu'il ne se retrouve jamais dans un mur. Et là effectivement, vous voyez le chemin qu'il lui donne, il est sur le bord du mur, mais il n'est pas dans le mur. Donc ça fonctionne. Donc voilà, ça c'était le premier petit bug fixe rapide, et ça nous permet aussi d'avoir, comme je vous disais, la visualisation du chemin qui va peut-être pouvoir nous être utile dans certains cas plus tard dans le jeu. On verra. En tout cas, c'est toujours utile d'avoir des outils pour débugger. Maintenant que ce petit encart très rapide est fait, nous allons pouvoir passer à l'animation de Hurt. Et pour faire ça, on va commencer par importer les animations qui vont bien. Et alors je vous aurais mis tout ça évidemment dans l'asset pack sur Itch.io. Le lien est toujours dans la description. Hein. Par contre, je vous aurais séparé ça dans deux sprite sheets. Vous avez la sprite sheet d'origine où vous aviez vos animations que vous avez déjà importées. J'ai créé une deuxième sprite sheet avec les animations qu'on va utiliser par la suite. Donc l'animation où on se fait blesser, l'animation de Hurt, et l'animation aussi où on va bloquer les coups parce qu'on va servir de ça plus tard. Donc j'ai mis tout ça dans une deuxième sprite sheet, et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour éviter que votre sprite sheet soit complètement désordonné et que du coup vous ayez besoin de réimporter toutes vos animations, ce qui aurait été très très embêtant pour vous. Donc j'ai préféré faire une deuxième sprite sheet comme ça, il n'y a pas de problème, on est tranquille. Donc c'est parti, on importe tout ça. Donc on va aller dans Actor, Character, Sprite. Et là, on va s'importer la sprite sheet. Donc c'est celle-ci. Hein. Hop. Après, vous connaissez la musique. Hein. On va juste aller dans le personnage. Donc je vais faire CTRL-SHIFT-O pour ouvrir une scène rapidement. On va chercher caractère. Voilà, parfait. Et dans mon personnage, je vais aller dans ses animations. Et là, je vais lui rajouter les animations qui lui manquent, c'est-à-dire les animations de Hurt. Donc il y en a 4 à faire. Il y a Hurt Up, Hurt Down, Hurt Left, Hurt Right. A few moments later. Donc voilà, j'ai importé toutes mes animations de Hurt pour mon personnage. J'oublie pas de remettre son animation par défaut à Idle Down. Tac, Idle Down. Comme ça, il a la bonne animation par défaut, ça c'est bon. On va faire pareil avec notre squelette. Donc il y a une autre sprite sheet qui correspond aux animations de Hurt du squelette. Je fais l'importation vite fait. A few moments later. Ok, voilà, j'ai importé toutes les animations qui vont bien. Donc on va se remettre l'animation par défaut Idle Down ici aussi. Voilà, on est bon. Maintenant, on va se faire donc l'état Hurt, parce qu'il va nous falloir quand même un état qui correspond au fait d'être blessé. Ici, on l'a pas pour l'instant. Donc je vais aller dans Actor, parce qu'en fait, l'état Hurt, il va être commun à tous les acteurs. Donc on va le rajouter ici. On va se rajouter un nœud enfant qui va être un state. On peut chercher state. Paf, et on va l'appeler Hurt. A priori, on n'aura pas besoin de code directement dans l'état, donc on va juste le laisser le state par défaut. Ça ira très bien. Donc voilà, maintenant qu'on a notre état Hurt, il va quand même falloir qu'on code la fonction qui nous permet de blesser notre personnage, parce qu'actuellement, on n'en a pas. Donc pour l'instant, on va pas du tout se concentrer sur l'aspect point de vie de la chose, on va juste se concentrer sur le feedback, c'est-à-dire juste le côté visuel. Donc je vais retourner dans le script Actor, je vais CTRL-clic sur Actor ici, parce que le Hurt, il va être commun à tous nos acteurs. On va faire une fonction qui va s'appeler Hurt, qui va nous permettre de dire tel personnage vient d'être blessé. Voilà, cette fonction elle renvoie rien évidemment. Et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Pour l'instant elle fait juste set state, state machine, ou un set state. Et là, je lui donne Hurt. Donc là, on le met juste dans l'état Hurt. Bon. Mais on a dit qu'on n'allait pas mettre de logique dans l'état Hurt, donc actuellement, ça ne fait rien. En fait, ça nous met juste dans l'état Hurt et c'est tout. Ce qui pose un petit problème, parce qu'il va quand même falloir qu'on rajoute 2-3 petits trucs. Et premièrement, il va falloir qu'on rajoute le feedback. Donc on va se rajouter une autre fonction qu'on va appeler Hurt Feedback. Donc pour ceux qui se demandent un petit peu, parce que j'utilise le mot feedback depuis le début du tuto, mais feedback en gros, ça désigne tout ce qui est notification visuelle pour le joueur, pour lui donner des informations sur le gameplay. En fait. Donc par exemple ici, le fait d'avoir une animation quand on est blessé, d'avoir un flash blanc quand on est blessé, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des feedbacks. Ça te donne des informations sur ce qui est en train de se passer dans le jeu, et souvent c'est source de plaisir aussi dans le jeu, parce que ça te montre que tes actions ont des conséquences, en fait, que les actions dans le jeu ont des conséquences. Donc c'est vraiment des choses importantes d'un point de vue game design, les feedbacks, et c'est le mot qui est utilisé dans le game dev. Donc dans Hurt Feedback, en fait, on va avoir tout ce qui est flash blanc, et éventuellement si on a d'autres feedbacks, par exemple des particules, ce genre de choses. Donc tout ce qui est feedback au moment où on est blessé, mis à part l'animation elle-même, puisque l'animation elle-même va être déclenchée par le changement d'état. Vous vous souvenez, on a un update animation qui change
l'animation en fonction de l'état. Donc en fait, l'animation va se déclencher automatiquement grâce à ça. Donc a priori, on n'a pas besoin de s'occuper de l'animation, par contre, on va avoir besoin de s'occuper du feedback. Donc là, on va appeler notre earth feedback. Pour l'instant, il ne fait rien du tout, mais c'est pas grave. Donc maintenant, le truc à faire, ça va être, il faut blesser. Il faut que notre attaque, elle blesse l'opposant. Et ça tombe bien parce qu'on a une fonction qui s'appelle attack effect, qui est ici. Et pour l'instant, ça fait juste ça. Ça fait si le body a la méthode destroy, on appelle destroy. Sauf que là, c'est pas ça qu'on veut faire, c'est on veut blesser le personnage. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Si le body a comme méthode hurt, à ce moment-là, on va faire body.hurt. Si la chose que je suis en train d'attaquer a une méthode qui s'appelle hurt, à ce moment-là, on va appeler hurt. Voilà, tout simplement. Mais si elle n'en a pas, parce que par exemple, il se peut qu'on attaque une caisse, par exemple. Une caisse, ça dépend de ce que vous faites en termes de game design, mais mettons qu'une caisse, ça n'a pas de point de vie, si vous l'attaquez, ça explose. Il se peut qu'elle n'ait pas la méthode hurt, mais qu'elle ait qu'une méthode destroy, et dans ce cas-là, on veut appeler directement sa méthode destroy. Donc on va faire elif body.asMethodDestroy, destroy. Donc ça veut dire que s'il a une méthode hurt, on appelle la méthode hurt. S'il n'a pas de méthode hurt, on va regarder s'il a une méthode destroy, et s'il a une méthode destroy, on l'appelle. Ok, donc alors, est-ce que déjà, mon animation se joue ? Donc j'ai bien mon animation qui se joue, mais je ne reviens pas dans l'état précédent. Et deuxième problème, c'est que je ne fais pas face à l'ennemi quand je suis blessé. Moi, j'aimerais que quand l'ennemi me blesse, je lui fasse face. Donc, il y a ces deux soucis-là. On va se préoccuper d'abord du fait que l'animation ne change pas. Et en fait, si l'animation ne revient pas dans l'état par défaut, c'est simplement parce que on est dans l'état hurt, on se met dans l'état hurt, notre animation se joue, puis après, il n'y a rien qui nous sort de l'état hurt, on revient jamais dans l'état idle. Donc ça, il va falloir qu'on le code. Donc on va aller dans le Unanimated Sprite Animation Finished. Donc quand une animation se termine, là on a si attaque est une... si en fait il y avait attaque dans le nom de l'animation, à ce moment-là on se remet dans idle. Et on va faire pareil avec hurt. Donc je vais dupliquer cette ligne-là, je vais le mettre plus loin. Je vais mettre un elif ici. Parce qu'on ne peut pas être à la fois dans une animation d'attaque et à la fois dans une animation de hurt. Donc s'il y a hurt dans le nom de l'animation qui vient d'être jouée, pour l'instant on va juste faire ça. Set state machine. Set state. Et on va se remettre sur idle. Alors pour l'instant je fais juste ça, mais on va rajouter un petit peu des trucs après parce qu'il y aura aussi la gestion des points de vie à faire. Mais ici, tout va bien pour l'instant. Donc voyons, si on se fait blesser, est-ce qu'on revient bien dans idle? Hop, donc là c'est bon, on revient bien dans idle. Très bien. Donc maintenant ce qu'il va nous falloir, c'est une fonction qui nous permette de dire au personnage change de direction, de facing direction, et mets-toi dans la direction de celui qui est en train de t'attaquer. Donc il me faudra une fonction qui s'appellerait genre face direction. Donc c'est ce que je vais coder. Donc là dans logique je vais rajouter func face direction. Donc, en fait je vais lui donner une direction, je vais dire, et il va se tourner dans cette direction en fait. Et normalement, ça doit vous rappeler quelque chose parce qu'on a déjà codé un truc similaire. Et ce truc similaire, on l'a codé dans l'ennemi. Donc, je vais cliquer dans enemy.gd. Vous allez voir tout à la fin dans onMoving Direction Changed. Ici, on a exactement ce qu'on veut faire en fait. C'est-à-dire qu'on lui donne par rapport à la moving direction, on cherche à savoir dans quelle direction se tourner. Et en fait, on va faire la même chose que ça. Donc, je vais copier tout ça. Je vais le mettre là-dedans. On va juste changer un peu les noms des choses. Donc là, moving direction, on va le remplacer par dir. Bien évidemment. Donc voilà, c'est la même fonction, hein. Mais ce qui fait que ce que j'en ai besoin dans mon actor et que enemy hérite de actor, je vais pouvoir appeler cette fonction là plutôt que de coder deux fois la même chose. Ce qui est pas une bonne pratique, hein. Évitez d'avoir un copier-coller du code comme ça. Là, on l'a fait uniquement temporairement. Donc ici, dans le onMoving Direction Change, ici, je vais pouvoir simplement appeler face direction et lui passer moving direction du coup. Voilà. Ce qui fait qu'a priori, le comportement va être le même, on peut s'en assurer. Il arrive toujours à changer la direction dans laquelle il se tourne, il n'y a pas de souci. Alors, mais pourquoi je fais cette fonction face direction ? Et ben le but, comme je vous ai dit, c'est quand l'ennemi nous attaque, en fait l'ennemi nous dise au moment de nous attaquer, tourne-toi vers moi. Sauf qu'on n'a pas directement la direction de l'ennemi, donc je vais faire une autre fonction qui va s'appeler func face position, qui va faire la même chose que face direction, mais à partir d'une position, vecteur 2. Donc je rappelle un petit peu face direction, en gros tu lui donnes une direction, peu importe si c'est une diagonale ou pas, n'importe quelle direction. Et de ça, il va t'en tirer quelle est la direction la plus proche dans laquelle il doit se tourner. Par exemple, si tu lui donnes une diagonale en haut à droite, il va se tourner vers la droite. Donc ça, c'est face direction. Tu lui donnes une direction, peu importe que ça soit une direction valable ou pas, il te le transforme en direction valable, et il tourne le personnage dans cette direction.
Ok, maintenant, face position, c'est la même chose, mais je vais lui donner une position. Je lui dis, tiens, une position dans le monde et tourne-toi vers ce point, en fait. C'est ça que je lui dis. Je lui donne un point dans le monde et je lui dis, tourne-toi vers ce point. Donc là, c'est simple, en fait, on veut juste obtenir la direction vers ce point, et après, on pourra faire face direction. Donc, je veux juste obtenir la direction vers ce point. Donc, ce que je vais faire, c'est var dir, donc dir qui va représenter la direction, égale global position, point, direction to, pose. Direction to qui nous renvoie la direction vers un point. Donc là, on est juste en train de lui dire, je veux la direction vers le point que tu m'as donné en entrée. Voilà, et du coup, on peut juste faire face direction, dire. Ok, du coup, avec ces deux fonctions, on va pouvoir soit changer la face avec une direction, soit changer la face avec une position dans laquelle regarder. Qui va être très pratique. Ça nous donne deux fonctions très faciles à utiliser. Et dans notre cas, on va utiliser face position. C'est pour ça que je vous ai fait coder ça. Donc maintenant que notre personnage, maintenant qu'on a ça, on va juste pouvoir rajouter avant le hurt, on va pouvoir dire à notre personnage, avant de jouer ton animation de hurt, tu vas te tourner vers moi. Comme ça, tu vas jouer ton animation de hurt et en plus, tu vas la jouer dans la bonne direction, c'est-à-dire tourner vers l'attaquant. Donc, on va juste rajouter body.face direction, face position, pardon, face position. Tu vas faire face à la position de l'attaquant en fait. Donc l'attaquant, c'est global position, puisque là on est en train de dire, c'est l'attaquant qui est en train de faire le attack effect, qu'il est en train de dire à son défenseur, tourne-toi vers moi. Donc alors on essaye, et voilà, là ça marche. Super. Donc ça marche bien. Maintenant, et on va se faire le flash blanc dont je parlais un petit peu plus tôt, et pour ça, on va avoir un petit souci. Parce qu'il se trouve que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Godot, vous avez un truc qui s'appelle le modulate. Donc par exemple, si je vais sur le squelette ici, que je vais dans son canvas item, ici à droite, dans ses propriétés, je vais dans visibility, et ici vous avez le modulate. Et le modulate, il permet de changer la couleur à laquelle va être affiché ce nœud, et tous ses enfants. Donc ici par exemple, si je mets mon modulate en rouge, vous voyez, mon sprite s'affiche en rouge, j'ai même les arrières qui s'affichent en rouge, tout ça. Mais le truc, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est un flash blanc. Que, tu vois, on pourrait le transformer en noir par exemple, ça n'y a pas de souci avec le modulate. Mais par contre, en fait, le blanc dans Godot est considéré comme la couleur de transparence pour le modulate. Donc c'est-à-dire que si tu affiches le sprite en blanc, il va s'afficher avec les couleurs d'origine en fait. Donc on va pas pouvoir faire un flash blanc à partir du modulate. C'est absolument pas possible. Mais tout va bien parce qu'on a une autre manière de le faire. En réalité, il y a plusieurs autres manières de le faire. Mais celle-ci est intéressante parce que ça va nous permettre d'aborder ce qu'on appelle les shaders. Et je vais pouvoir en profiter pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, donc on va se mettre sur le nœud principal, on va retourner dans la scène enemy. On va même se mettre dans Actor en fait parce que le feedback de Hurt il va être commun aux ennemis mais il va être commun aussi aux joueurs. Donc voilà, on va aller dans Actor. Dans Actor, on va aller dans les propriétés à droite et ici vous voyez dans Canvas Item, on a Material. Et dans Material, on a Material qui est vide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter un nouveau Shader Material. Voilà, ça nous affiche une sphère comme ça, c'est normal. On va cliquer sur Shader ici et on va faire nouveau Shader. Et si vous cliquez ensuite sur Shader, va s'afficher un éditeur de texte. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, les shaders, c'est des programmes qui tournent sur votre carte graphique. Parce que la plupart des programmes que vous écrivez en game dev en général tournent non pas sur votre carte graphique, mais sur votre CPU, c'est-à-dire sur votre processeur. Donc CPU, c'est pour Computing Processing Unit. Donc c'est le processeur en fait, c'est juste un composant qui sert à calculer et qui calcule très vite. Mais on a aussi le GPU, donc la carte graphique, qui est Graphical Processing Unit, qui est un autre composant qui sert aussi à faire des calculs, mais dont l'architecture est un petit peu différente et qui est spécialisé donc dans les calculs de rendu graphique. Je vous passe un petit peu les considérations techniques de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, un shader, en fait, c'est un programme qui, plutôt que de tourner sur le CPU, donc sur le processeur, va tourner sur le GPU, c'est-à-dire sur la carte graphique. Donc on va écrire notre premier shader, et il va être très 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 simple. Ne vous en faites pas. Donc première chose dans Godot, c'est un autre langage qui va être utilisé, c'est pas GDScript, c'est un langage qui est inspiré de GLSL, qui est le langage de shader le plus commun que vous pourrez trouver dans la plupart des moteurs, mais c'est une version de GLSL qui est un petit peu simplifiée, donc qui est un peu plus facile à utiliser, qui est propre à Godot. Et donc,
vu que c'est un autre langage, ça n'a pas la même syntaxe que JDScript. Donc il va falloir vous adapter un petit peu, mais vous allez voir que c'est une syntaxe assez classique qu'on retrouve dans plein de langages, donc c'est assez facile à prendre en main. Donc premier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lui dise quel type de shader on va utiliser, parce qu'il y a plusieurs types de shaders. Ici on fait un shader pour de la 2D, donc on va utiliser le type qui s'appelle Canvas Item. Donc je vais faire shader type, et je vais mettre Canvas Item. Alors, dans ce langage, il faut mettre des points-virgules à la fin des lignes. Hein. C'est comme dans des langages type C, ou c'est la syntaxe type C. Hein. Voilà, ce shader, on va lui donner deux variables, en fait deux paramètres, qui vont être la couleur du flash qu'on va utiliser, donc nous ça va être le blanc. Mais on va lui donner une couleur qu'on va pouvoir modifier si on a envie. On va lui donner une opacité, parce qu'en fait on va modifier cette opacité, on va partir de l'opacité à 0, on va aller jusqu'à l'opacité à 1. Quand l'opacité sera à 0, le sprite sera affiché avec ses couleurs d'origine. Quand l'opacité sera à 1, le sprite va être affiché complètement en blanc. Et on aura toutes les gammes intermédiaires. Donc on va avoir besoin de ces deux paramètres. Donc, pour déclarer des paramètres, on va utiliser le mot-clé uniform. En fait, le uniform, c'est un peu comme le export en JDScript. Ça vous permet de modifier les valeurs de vos propriétés dans l'éditeur, ce qui va être pratique. Donc ici, on va faire uniform. Ensuite, c'est comme en C ou dans les langages inspirés de C, il faut qu'on donne le type de la variable qu'on va utiliser. Donc ici, on va utiliser un vector 4. On va l'appeler vec4. Alors pourquoi un vector 4 ? Un vector 4, en fait, c'est juste une variable qui contient 4 valeurs. Et c'est ce dont on se sert pour les couleurs, parce que les couleurs contiennent 4 valeurs. On a rouge, vert, bleu et l'alpha. L'alpha, c'est l'opacité. Donc ici, pour une couleur, on utilise un vec4, donc qui est un vector 4. On va l'appeler flash color, ça va être le nom de notre variable. Et ensuite, on va mettre le mot-clé int color. Donc ça, c'est le mot-clé qui va permettre à l'éditeur de savoir comment il doit afficher la propriété dans l'éditeur. IntColor va nous permettre de sélectionner une couleur, vous allez voir après. Et après, on va lui donner sa valeur par défaut. Donc, valeur par défaut, ça va être vec4. On va créer un nouveau vector 4. Et ce vector 4, on va lui donner 1. Et alors, en fait, pourquoi je fais ça ? Ça revient au même que si je faisais ça, en fait. 1, parce que normalement, un vector 4 contient 4 valeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. On pourrait déclarer comme ça. C'est-à-dire que là, à R, on a mis 1, à V, on a mis 1, à B, on a mis 1, et à A, on a mis 1. Donc, rouge, vert, bleu, alpha, R, V, B, A. Mais en fait, quand un vecteur 4 a les 4 mêmes valeurs, quand ces 4 propriétés ont la même valeur, on peut aussi faire ça. Et du coup, ça met toutes ces valeurs à 1 directement. Donc là, je mets toutes les valeurs à 1 parce que ça va faire du blanc, en fait. Et donc ici, maintenant, si vous allez dans Shader Param à droite, ici, vous voyez, il y a un shader param, je vais cliquer là-dessus, et ce que je vous disais, ici, vous pouvez changer la couleur, en fait, dans l'éditeur. Et ça, on peut le faire en sélectionnant la couleur qu'on veut, parce qu'on a le int color. Donc voilà, c'est à ça que sert le int color. Donc on va se déclarer un deuxième uniform. Celui-ci, ça va être un float. Donc float, vous connaissez, hein. On va l'appeler opacity. Et là, on va lui donner, et là, on va tout simplement lui donner 0. On peut quand même rajouter un int range, pour lui donner une valeur maximum et minimum. Int range, et là, on va lui donner 0 et 1. Donc ça, c'est les valeurs minimum et maximum que va avoir l'opacité. Donc vous voyez, maintenant que j'ai mis un int range, ici, ma valeur ne peut varier que entre 0 et 1. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai mes deux propriétés. Ok, avec ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh ben, mon but, c'est de transformer donc le visuel de mon ennemi, le faire flasher en blanc. Ici, on est dans Actor, donc on n'a aucun visuel de l'ennemi, ce qui pose un petit peu un problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans le squelette. Et on va retrouver normalement le même matériel. Donc je vais aller dans Material. Ah, là il me propose la petite flèche. Alors on va cliquer sur la petite flèche là pour remettre sa valeur par défaut. Sa valeur par défaut correspond à la valeur de son parent. Donc ici ça va être le matériel qu'on a créé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait automatiquement. Normalement il aurait dû. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi je fais ça, c'est que ça va nous permettre de visualiser que notre shader a bien un effet sur le sprite. Parce que en fait notre shader il va aussi tourner dans l'éditeur de Godot, ce qui va nous permettre de visualiser ce qu'il fait en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer le attack hitbox et je vais virer le attack area. Et je vais virer aussi le chase area. Comme ça, on va bien voir le sprite, voir ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coder notre première fonction qui va être la fonction fragment. Et je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors, la syntaxe dans ce langage, c'est on commence par dire ce que renvoie la fonction. Donc, on met d'abord ce que renvoie la fonction. Ici, ça renvoie rien, donc on va mettre void. Et ensuite, on met le nom de la fonction, donc on va mettre fragment. C'est très proche de la syntaxe du C, hein, si vous avez fait un tout petit peu de C ou de C++. Et ensuite, on met des accolades, donc pour dire ce qu'on veut mettre dans la fonction. Contrairement au GDScript où on met des indentations,
Puis on met des accolades. Et alors qu'est-ce que c'est que la fonction fragment? Donc c'est une fonction qui est appelée par le moteur, qui va s'appliquer à chaque pixel de notre sprite en fait. Et donc en fait il faut imaginer que fragment c'est dans une énorme boucle qui parcourt tous les pixels de votre sprite. Donc pour chaque pixel vous allez faire quelque chose. Donc là c'est comme si vous étiez dans une for loop, dans une boucle. Donc ce que vous allez faire à l'intérieur de fragment va être appliqué à chaque pixel du sprite. Donc ici ce que je vais faire c'est déjà je vais récupérer la couleur en cours. Parce qu'il y a deux cas de figure en fait. Parce que là le truc c'est qu'il va parcourir tous les pixels, y compris les pixels qui sont transparents. Vous voyez par exemple ici dans le carré de mon squelette, il y a tout un tas de pixels qui sont transparents. Et j'en ai certains autres qui sont colorés ici. Moi ce que je veux savoir dans mon shader c'est quels pixels sont transparents ou quels pixels sont colorés. Parce que les pixels transparents je veux les laisser transparents. Par contre, les pixels qui ont une couleur, je veux qu'ils deviennent blancs. Donc premièrement, il faut que je récupère quelle est la couleur au pixel où je suis. Parce que on a dit que la fonction fragment se faisait pour chaque pixel du sprite. Donc le pixel en cours, quelle est sa couleur? Donc je vais déclarer une variable qui va être vec_for current color. Donc la couleur en cours. La couleur du pixel en cours en fait. Et pour ça, on va appeler la fonction texture qui nous permet de récupérer une couleur à une position de la texture. Et donc là, on a une constante qui s'appelle texture en majuscule qui en fait représente la texture qui est utilisée par notre sprite. Donc ici, notre texture, ça va être notre squelette, la texture de notre squelette. Et ici, on va lui donner la position à laquelle on veut regarder quel est le pixel en cours. Et pour ça, on va utiliser le UV. Alors, qu'est-ce que c'est que le UV? En fait, c'est un peu particulier dans les shaders. La position des pixels, elle n'est pas exprimée en position comme on pourrait le croire en entier. On pourrait croire que le premier pixel c'est 0, 0, le deuxième pixel c'est 1, 0, le deuxième pixel c'est 2, 0, etc. etc. C'est pas comme ça que c'est exprimé. C'est exprimé en pourcentage en fait. On est à 0% du sprite en haut à gauche, 0, 0. Et en bas à droite, on est à 100%, 100%, c'est-à-dire à 1, 1. C'est une valeur comprise entre 0 et 1. Donc en fait, UV, c'est un vecteur 2 qui contient une valeur en x et en y entre 0 et 1. Ça veut dire que si on est à, par exemple, si on est à 1 en x et à 0 en y, on est tout à droite du sprite, en haut à droite du sprite. Donc voilà, 1 c'est la valeur maximum, 0 c'est la valeur minimum. Et en fait, la valeur de UV, comme fragment, il va parcourir tout le sprite, à chaque pixel, la valeur de UV va être différente en fait. La valeur de UV va représenter la position du pixel dans la texture. En fait. Donc ici, grâce à UV et à texture, on va récupérer la couleur en cours. En fait, ça va nous donner quelle est la couleur du pixel qu'on est en train de traiter. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le pixel en cours est un pixel transparent ou pas. Donc je vais faire if, donc là vous connaissez, c'est une condition, current color, .a. Donc si l'alpha de ma current color est égal à 0, donc là c'est si on a un pixel transparent en fait, à ce moment-là on va faire discard. Discard c'est l'équivalent de continue quand on fait une boucle, sauf que là on n'est pas dans une boucle traditionnelle comme on en verrait en GDScript, on est dans la fonction fragment, donc en fait discard c'est juste on est en train de dire passe au pixel suivant en fait. Tu fais rien de particulier sur ce pixel là. Et voilà. Et par contre, si c'est pas un pixel transparent, à ce moment-là, on veut changer la couleur du pixel. Donc on va faire color. Donc color, ça va être le résultat. En fait, en modifiant la valeur de color, on modifie ce qui va être affiché. La couleur de ce qui va être affiché. Donc la couleur du pixel en cours. Et là, ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction mix pour mélanger les deux couleurs. On va mélanger la current color, donc la couleur d'origine de notre sprite. Donc mettons qu'on est sur ce premier pixel ici, là. Donc là, la couleur d'origine, ça va être le violet. OK. Avec la couleur du flash, donc flash color. OK. Et on va mélanger ces deux couleurs d'un certain amount, d'une certaine quantité. Et donc, en fait, la quantité à laquelle on va mélanger ces deux couleurs, c'est notre opacity. OK. On n'oublie pas de mettre les points-virgules à la fin. Donc, en fait, c'est juste ça. Notre shader, c'est juste ça. Il n'y a que ça. Voilà. Il fait 12 lignes, 13 lignes. D'accord. Et pour vous montrer qu'il marche, on peut modifier l'opacité ici. Ah oui, alors ça marche pas parce que tout simplement j'ai mis le shader sur le nœud principal au lieu de le mettre sur le sprite. Erreur de ma part. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder cette ressource-là. On va retourner dans Actor. On va faire ça, on va faire sauvegarder, enregistrer. Là, on est dans Actor, on va l'appeler Flash Color Flash Shader Material. .res. Ok. Et donc là, je vais lui virer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le mettre sur le animated sprite plutôt que de le mettre sur l'acteur. Voilà. Et donc on peut retourner dans nos squelettes. On n'a plus besoin du matériau ici. Mais par contre, on va bien s'assurer qu'il a le matériau sur son animated sprite. Hop, il ne l'a pas. Donc on va faire ça. Et voilà. Ici, si je fais varier 1,
vous voyez que ça fait bien varier la couleur. Donc si je retourne un petit peu dans mon shader, là, vous voyez qu'en fait, il fait un mélange entre la couleur d'origine et la couleur qu'on lui a donnée ici en uniforme, donc la flash color, et il les mélange à hauteur de l'opacité. Donc si on a 0, il va être totalement avec current color. Si on a 1, il va être totalement avec flash color. Et si on est entre les deux, il va faire un mélange entre les deux colors. Donc ça va nous permettre, en faisant varier l'opacité, de faire un flash. Et si on veut, on pourrait changer la couleur, on pourrait le mettre en rouge. Hop. Faire varier ça. La couleur d'origine au rouge. Ok, super. Mais on est bien avec le blanc. Super, maintenant on a notre personnage. Il a le shader qui va bien pour faire varier sa couleur. C'est parfait. Maintenant, il nous faut juste de quoi faire varier sa couleur en fait. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un twin. Un twin. Donc un twin, c'est un nœud. On va chercher twin. Voilà, il est ici. On va le rajouter dans Actor. Et en fait, c'est un nœud qui nous permet de faire une transition fluide entre deux valeurs. Donc on va prendre la valeur de opacité de notre shader, par exemple ici, et on va la faire varier entre 0 et 1. On va pouvoir la faire varier de différentes manières. Le twin nous donne tout un tas de paramètres pour le faire. En fait, ça sert à faire des interpolations. Donc des interpolations, c'est trouver une valeur intermédiaire entre deux valeurs. Et si tu fais évoluer ça dans le temps, évidemment, ça te permet de faire des transitions. Donc ça te permet de faire des transitions entre deux valeurs. Donc c'est exactement ce à quoi sert un twin, c'est-à-dire à faire des transitions entre deux valeurs avec un temps donné et une manière de faire la transition donnée. Et c'est hyper puissant, les twins. On s'en sert vraiment beaucoup. Donc c'est cool qu'on puisse aborder ça aujourd'hui. Donc ce twin, il va nous servir à faire la transition, comme je vous le disais, de la couleur transparente à la couleur blanche, et inversement de la couleur blanche à la couleur transparente, pour revenir. Donc ça va nous permettre de faire notre petit flash blanc quand on se fait toucher. Donc on va aller dans le script de Actor, et ici on va se récupérer le twin. Donc on va faire unreadyVar twin égale, je vais mettre $twin. Alors c'est pas bien parce que là c'est pas la même nomenclature qu'ici, mais je préfère $twin, c'est plus rapide. Allez, pour pas que ça pique les yeux, on va mettre des dollars à chaque fois. Comme ça, on sera content. Voilà. On va faire avec le dollar parce que c'est plus rapide à écrire. Ok, donc maintenant qu'on a notre twin, on va aller dans le earth feedback. Donc ici, la fonction qu'on a codée qui nous permet de faire le feedback de earth, mais où on n'a rien mis pour l'instant. Et c'est ici qu'on va faire varier la couleur de notre sprite. Et alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Donc on va appeler la fonction du twin qui s'appelle interpolate property. C'est ce que je vous disais, alors pas interpolate callback, interpolate property. Interpolate property. Et donc c'est ce que je vous disais, un twin ça sert à faire des interpolations. Donc en fait des interpolations c'est trouver une valeur intermédiaire entre deux valeurs, comme je vous disais tout à l'heure. Et la fonction interpolate property, en fait ce que ça nous permet de faire, c'est de faire une transition sur un temps donné entre deux valeurs. Donc on va lui donner l'objet qui va être la cible de notre interpolation. Ici, ça va être le material. Alors le material, c'est notre propriété qui contient notre shader actuellement. En fait, là, on est en train de lui dire ta cible, c'est le shader. Ici, on va lui donner le nom de son paramètre qu'on veut modifier. Alors ici, il faut le savoir, mais il faut faire shader param slash, et là, on lui donne le nom de la propriété qu'on veut modifier dans le shader. Et vous vous souvenez, dans le shader, si on a un animated sprite, on clique sur le shader, notre propriété elle s'appelle opacity, c'est celle-là qu'on veut modifier. Donc on va aller dans le personnage, shader param, et là on va modifier opacity. Opacity. Okay. Ensuite, il nous demande initial value. Donc initial value, c'est la valeur d'origine, la valeur de laquelle on part en fait. Donc comme je vous ai dit, on trouve une valeur on fait une transition entre deux valeurs, donc la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Donc la valeur de départ, ça va être 0. Notre opacité au départ, elle est à 0, on est avec les couleurs d'origine. Et notre valeur d'arrivée, ça va être 1. Donc 0, c'est quand le sprite va être de sa couleur d'origine. Et 1, ça va être quand le sprite va être complètement blanc. Donc on va faire une transition entre ces deux-là. Et après, on lui donne le temps que va durer la transition. Ici, on va juste mettre 0, 1. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rajouter aussi... la courbe avec laquelle la valeur va être interpolée, le is, etc. Vous pouvez modifier tous ces paramètres-là avec les arguments suivants, qui sont facultatifs. Nous, on va rester comme ça, ça sera plus simple. Donc ici, on a juste la cible, la propriété qu'on veut modifier dans la cible, la valeur de départ, la valeur d'arrivée, et le temps que va durer l'interpolation. Ok, avec tout ça, on fait twin.start.
pour déclencher l'interpolation. Donc là, en fait, quand on a fait interpolate property, on lui a juste donné, on lui a dit tu vas faire telle interpolation, mais on lui a pas dit vas-y lance-la. Et quand on fait le start, ça la déclenche. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste attendre que l'interpolation soit terminée. Donc je vais faire twin. En fait, je vais utiliser le yield, qui permet d'attendre un signal. Donc je vais attendre le signal twin all completed. Donc twin all completed, c'est le signal qu'émet le twin quand il a fini d'interpoler toutes ses propriétés. Donc là, il va avoir, quand il aura fini d'interpoler la propriété que je lui ai donnée, il va appeler twin all completed. Et pour rappel, le yield, j'en ai déjà parlé, mais le yield permet d'interrompre l'exécution d'une fonction tant qu'on n'a pas reçu tel signal. Donc ici, en fait, ça veut dire qu'une fois qu'il va arriver sur la ligne du yield, tant qu'il n'aura pas reçu le signal twin all completed, il va attendre. Et dès qu'il le reçoit, il reprend l'exécution là où il en était. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que là. Je vais copier ça. Mais je vais faire l'inverse, en fait, parce que je veux faire l'interpolation maintenant de 1 vers 0. Parce qu'en fait, je vais partir de transparent, je vais aller jusqu'à complètement blanc. Et une fois que je serai complètement blanc, je vais revenir de complètement blanc à transparent. Donc on va faire l'inverse. Ici, on va mettre 1. Ici, on va mettre 0. Et voilà, c'est tout. On va lancer pour voir. Il me dit the twin target is null. Is the node reference correct? Oui, c'est parce que je lui ai donné le material de mon acteur, mais je lui ai pas donné le material de son sprite. Je fasse animated sprite.material. My bad. Alors, est-ce qu'on n'avait pas déjà le animated sprite d'ailleurs? Si on l'avait déjà. Dans une variable, c'est mieux. On va mettre animated sprite.material. C'est le shader de l'animated sprite et non pas le shader du personnage directement. Ok, donc là ça fonctionne, mais vous avez vu, il y a juste un petit truc qui va pas, c'est que quand j'ai fait ça, il m'a fait flasher en blanc mes deux personnages à la fois. Et pour quelle raison? C'est parce qu'en fait mes deux personnages, ils partagent la même ressource, ils partagent le même shader. Donc du coup, quand je modifie l'un, ça modifie l'autre aussi, parce que c'est le même en fait, c'est la même ressource. En fait, ils ont la même référence. Ils ont tous les deux une référence vers un seul et même objet, une seule et même ressource. Donc ce qu'il faut, c'est que je rende unique chaque ressource. Donc pour ça, je vais retourner dans ma scène actor. Et donc là, on va aller dans les propriétés de notre shader. Vous voyez, si je referme tout ça, je vais dans le material ici. Et ici, dans le material, vous avez un petit onglet ressources qui est en bas, qui est là. Et là, je vais mettre local to scene. Et je vais faire pareil avec ici, dans le shader directement, on va aussi mettre local to scene. En fait, le local to scene va faire que chaque instance va avoir sa propre instance de cette ressource, en fait. Plutôt que toutes mes instances de actors partagent une même ressource, elles vont toutes avoir une instance de la même ressource. Mais du coup, comme c'est des instances différentes, elles peuvent avoir des propriétés différentes. Et ça, c'est important. Ok. Essayons ça. Et là, vous voyez, ça fonctionne bien. Quand je me fais attaquer, il n'y a que moi qui devient blanc. Et inversement, quand j'attaque le personnage... Alors, quand j'attaque le personnage, ça ne marche pas par contre. Je vais voir si ça c'est déclenché qu'une seule fois ou si c'est déclenché deux fois. Pour savoir si le problème vient du local to scene ou si le problème vient du code directement. Donc au moment où j'attaque avec mon personnage, bon là évidemment il va me déclencher le truc. Ah non, c'est juste qu'il se touche lui-même en fait. Ok, j'ai compris. Parce que là, si vous voyez, on déclenche le hard feedback même si on n'a pas l'ennemi qui est proche de nous. Là, si je fais ça, j'ai bien le hard feedback qui est déclenché alors que je suis même pas proche. Donc en fait, c'est tout simplement parce que notre personnage, il arrive à se toucher lui-même. Ça devrait pas être possible normalement. En fait, dans for body in body's array, il faut qu'on précise if body égale self. En fait, si la cible qu'on est en train d'essayer d'attaquer c'est nous-mêmes, à ce moment-là on veut rien faire parce qu'on veut pas l'attaquer cette cible. Donc je fais juste if body égale self, continue. On passe à la cible suivante. Normalement on devrait être bon là. Voilà, là ça fonctionne.
Voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, un petit partage si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. La section commentaires est ouverte pour ça. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez envie, vous pouvez venir nous rejoindre sur la communauté sur le Discord. C'est une communauté que je partage avec Quet12, avec Subarat et avec Made with Rob, qui sont 3 autres créateurs qui sont absolument géniaux. Qui font des trucs trop cool. Quet12 qui fait de la broderie, Subarat qui fait du game dev, du pixel art, du gaming, et Made with Rob qui fait principalement du pixel art. Donc je vous invite à nous rejoindre, c'est très cool. Tout le monde fait un petit peu de stream, tout ça. C'est chouette. En parlant de stream, j'ai aussi ma chaîne Twitch sur laquelle je fais des streams tous les après-midi de semaine, du lundi au vendredi, de 14h à plus soif. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver dans la description un lien vers le GitHub qui vous donnera un lien vers l'état actuel du code si vous voulez aller comparer un petit peu votre code avec celui que j'ai fait. Éventuellement, ça peut être utile. Des fois, ça passe un petit peu vite pendant la vidéo, tout ça. N'oubliez pas qu'il y a l'asset pack sur je vous mets le lien aussi dans la description vers itch.io qui vous permet de télécharger les assets que j'utilise pour la série de vidéos et de les utiliser de votre côté. C'est absolument gratuit. Si vous voulez faire un don, vous pouvez, mais voilà, c'est gratuit. En parlant de dons, c'est Monsieur Transition aujourd'hui, magnifique. En parlant de dons, si vous voulez, vous pouvez me faire un don sur le Ko-fi parce que moi je suis indépendant, donc c'est pas facile tous les jours. Hey, une petite pièce s'il vous plaît. Et plus sérieusement, si vous faites un don mensuel, ça vous donnera accès aux vidéos un petit peu en avance, ce qui peut être une petite contrepartie sympathique. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit. C'était Baba des Bois. Je vous fais plein de poutous et je vous dis à la prochaine. Salut.